Nous retrouvons mon invité de ce soir, André Angotti, pour la deuxième partie de notre entretien, et celui-ci sera entièrement consacré à l'intelligence artificielle. En fait, André Angotti, la notion d'intelligence artificielle, d'une certaine manière, remonte à 1645 avec Blaise Pascal. Je fais partie des spécialistes du sujet qui considèrent qu'en définitive, dans la mesure où une machine a remplacé l'homme en matière de calcul, il faut remonter à la pascaline. Autre pionnier, bien plus tard dans le temps, Alan Turing, avec la machine Enigma pendant la Seconde Guerre mondiale. On peut dire que réellement, je dirais, par rapport à ce que le commun des mortels considère qu'il y a, on peut dire qu'Alan Turing, en ayant réussi à décrypter Enigma est celui qui, en définitive, a mis vraiment l'intelligence artificielle, c'est-à-dire une machine capable de décrypter des informations, sur le devant de la scène. Alors, c'est en 80 que vous commencez véritablement à vous intéresser à l'IA. Ce sont ses débuts opérationnels, avec notamment ce qu'on appelait les systèmes experts qui s'avéreront par trop coûteux. Alors, en 80, je commence à avoir des informations sur les premiers systèmes experts qui sont, par exemple, MySyn, qui est donc considéré comme étant un des premiers avec Dandral. Et donc, je comprends l'importance que peut avoir un système expert dans la mesure où il est capable de diagnostiquer, à partir d'informations qui ont été saisies, de diagnostiquer des maladies issues des analyses de sang, par exemple. Donc, je me suis dit à ce moment-là que c'était vraiment le moment où la technologie qui allait révolutionner un petit peu tout ce qui est en organisation, en gestion de la connaissance. Et donc, je me suis intéressé à ce sujet. J'ai commencé à travailler donc sur la problématique des systèmes experts, puisque j'ai commencé en 87 à travailler sur les langages qui étaient tournés, donc le langage Lisp, qui était le langage tourné intelligence artificielle. Et c'est à ce moment-là que Texas Instruments m'avait repéré et m'a demandé de au fond, représenter un produit que Texas avait mis au point au niveau des systèmes experts. Et j'ai fait donc pas mal de conférences au Palais des Congrès. J'ai été invité en Tunisie à un congrès international. Et j'ai fait des conférences sur le sujet dans toute la France. Donc, vous avez commencé à développer l'approche de deux notions, de métiers, si l'on peut dire, le cogniticien, à ne pas confondre avec le data scientist. Quelles sont leurs caractéristiques à chacun ? Disons que dans les années 90, moi j'ai surtout travaillé sur cette notion de cogniticien. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une entreprise et que vous demandez à un expert d'expliquer ce qu'il fait, ça oblige à une certaine gymnastique intellectuelle. Et le cogniticien a pour but d'aider l'expert à formuler un peu mieux son expertise, compte tenu du fait que lui est censé aussi tenir compte des problèmes d'organisation, de ressources humaines. Il a une étendue à la fois intellectuelle en psychosociologie, en informatique, en organisation, qui lui permet d'avoir une vision assez globale. Le data scientist, c'est quelqu'un qui est arrivé dans les années 2020 avec la nouvelle vague d'intelligence artificielle. C'est la personne qu'on va chercher parce qu'elle est capable de, au fond, travailler sur des données très importantes, des mégadonnées, et ensuite, à partir donc d'une analyse statistique, informatique, marketing, il va donner des indications pour permettre aux dirigeants de prendre des décisions. André Angotti, je fais un bond dans le temps. En 2004, dans l'un de vos livres, vous avez justement repris vos travaux de la Sorbonne en 1983, où vous remettez en cause le cartésianisme. Vous suivez dès lors deux courants de pensée, le rationalisme et l'empirisme, avec pour conséquence l'algorithmique pour les rationalistes et les heuristiques pour les empiristes. Pouvez-vous nous clarifier ces notions ? C'est-à-dire qu'en 83, il y avait donc l'approche hologrammatique, l'analyse métatransactionnelle, et tout ça était sous-tendu par une approche philosophique. C'est-à-dire qu'on ne part pas comme ça, la fleur au fusil, en me disant je vais travailler sur un nouveau concept. Pour moi, l'idée, c'est qu'il faut impérativement replacer ces concepts dans un univers culturel. Et donc cet univers culturel, c'est que je me suis rendu compte que Descartes, au fond,
était réducteur parce qu'il était très performant au moment où on était dans des situations relativement simples. Mais dès qu'on est rentré dans des situations complexes, le problème qu'on a eu, c'est que on est dans une incapacité de pouvoir gérer au fond ce qu'on ne connaît pas. Alors, qu'est-ce qui a fait que j'ai choisi au fond cette approche plutôt empiriste que donc Aristote est plutôt que platonicienne au niveau d'une approche rationaliste, c'est que justement on est dans deux univers différents. Il y a l'algorithme dont tout le monde parle aujourd'hui. Donc l'algorithme, c'est une représentation, je dirais, schématique du déroulement d'un programme avec un début et une fin. Alors que l'heuristique est tout à fait différent. On n'a plus de cette notion d'algorithme, c'est-à-dire que l'heuristique, c'est un ensemble de règles qui vont être des opérations qui sont faites de manière séquentielle et qui vont permettre au système, quand une règle est satisfaite, de dire voilà le résultat. Donc l'avantage de l'heuristique, c'est qu'elle est dans une situation où, en définitive, on est beaucoup plus libre que l'algorithme qui oblige à avoir des spécialistes qui le gèrent. Alors bon, le livre parle également de métaconnaissance, de logique floue, ça on y reviendra, théorie du chaos, enfin bon. Disons que toutes ces notions, si vous voulez, ce sont des notions que qui ont guidé, en fond, qui ont été ma colonne vertébrale dans toutes mes recherches. Dans votre ouvrage paru en 2018, Halte à la dictature de l'intelligence, vous revenez sur les différentes formes d'intelligence. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence émotionnelle, appelée par Howard Gardner l'intelligence intrapersonnelle. D'ailleurs, Albert Einstein, lorsqu'on lui avait proposé des responsabilités politiques, avait lancé une fameuse phrase. Oui, la fameuse phrase d'Einstein, ça a été de dire « Mes connaissances en mathématiques ne me permettent pas de résoudre les problèmes humains ». Donc, en réalité, le problème, c'est que nous sommes aujourd'hui dans un monde où on est obnubilé par l'intelligence. Alors, elle est artificielle, elle est naturelle, on cherche à la mesurer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le QI qui prévaut. On considère que les hypermnésiques, c'est-à-dire des gens qui sont capables de lire une page et qui vous la ressortent intégralement, on va considérer que ce sont des gens intelligents alors que ce n'est que de la mémoire. Ce qui veut dire qu'on va avoir un petit nombre de personnes qui vont être considérées comme intelligents et qui vont s'arroger le droit donc de définir ce qu'il faudra faire ou ne pas faire, et compte tenu du fait que les autres, au fond, n'étant pas intelligents, non, ils doivent subir. Oui, c'est extrêmement important ce que vous dites, parce que vous allez décomplexer bien des gens en affirmant que l'intelligence est par trop souvent associée au QI, c'est oublier un peu vite les créatifs, les formes d'intelligence totalement différentes. Oui, c'est-à-dire que pour moi, je définis l'intelligence comme étant, au fond, la capacité qu'on a à se représenter quelque chose, intellectuellement. Donc un mathématicien va être une personne qui va, par exemple, si on lui demande de l'intégrale d'une fonction, il va vous dire c'est une aire. Bon, pour lui, ça représente quelque chose. Un plombier, vous le mettez dans une pièce où il dit je dois faire un aménagement, il voit tout de suite tout ce qu'il va faire. Donc il visualise. Un artiste, un compositeur, il va quasiment écrire la partition dans sa tête sans avoir... voilà. Donc il visualise. C'est-à-dire que, au fond, cette forme de reconnaissance de l'intelligence, c'est qu'on laisse libre cours à la créativité. Il y a des gens à qui vous allez poser des questions, vous dites pourquoi, mais je sais qu'il faut faire comme ça. Bon, voilà. Donc, Howard Gardner, si vous voulez, donc, qui était un psychologue qui était professeur à Harvard, avait défini donc l'intelligence, et je le cite, comme une capacité ou un ensemble d'aptitudes qui permet à une personne de résoudre des problèmes ou de concevoir un produit qui sont importants dans un certain contexte culturel. Donc c'est là où il a été à la base de ce qu'on appelle maintenant l'intelligence émotionnelle. Donc ce qu'il y a, c'est ce qu'il faut, c'est voir moi j'ai beaucoup travaillé sur ce que le professeur Laborie et MacLean ont fait au niveau du cerveau. Bon. Le cerveau, si vous voulez, en réalité, on a trois cerveaux. Qui est le cerveau reptilien, qui oblige tout être vivant à satisfaire trois fonctions. C'est-à-dire qu'il doit boire, il doit manger, ça c'est pour rester en vie. Que vous soyez une étoile de mer ou que vous soyez Einstein, il n'y a pas de problème. Ensuite, tout être vivant a besoin de se reproduire, donc il doit copuler pour pouvoir assurer l'existence de son espèce.
Ensuite, on a le cerveau de l'affectivité et de la mémoire qui permet d'être triste, heureux et d'aimer sur la base de ce qu'on a vécu. Et en définitive, pour terminer, on a le cerveau qu'on appelle le cortex associatif, qui est la partie du cerveau la plus développée chez l'homme et qui va permettre de développer un processus imaginatif. En réalité, ce que je dis aujourd'hui, c'est que de ces trois cerveaux, on est en train de déléguer à l'IA le troisième cerveau. Le cortex associatif. Le cortex associatif. C'est-à-dire qu'on se décharge complètement. Je ne dirais pas que quand on voit une émission de télévision, on se rend compte qu'on est presque souvent plutôt du côté du cerveau reptilien, plutôt que du côté même du cerveau. Dans certains cas, on peut avoir le cerveau de l'affectivité et de la mémoire, mais on se décharge de plus en plus, pour assurer de l'automate, on se décharge de plus en plus du cortex associatif. Vous l'écrivez, André Ambotti, le lien entre un humain et une intelligence artificielle va être la capacité que va avoir l'IA à reproduire 4 aspects précis, lesquels? Alors oui, donc il y a au niveau de l'IA, on a plusieurs aspects donc à reproduire. Je voudrais juste terminer sur les comportements, je dirais que pour ma part, j'ai développé un comportement qu'on appelle le comportement de terreur, qui était celui que j'ai identifié quand j'étais maître nageur sauveteur. Et à partir de là, je me suis rendu compte que, en cas de terreur, l'individu perd toute notion d'analyse et il devient agressif et dangereux pour les autres. Alors, je dirais qu'il y a, concernant les grandes familles d'IA, alors personnellement, j'ai identifié, j'ai plutôt séparé 2 grandes familles qui sont l'IA des règles et l'IA des prompts. Bon. Alors, pourquoi j'ai identifié ça? C'est que l'IA des règles, c'est l'IA justement des systèmes experts. Et l'IA des prompts, c'est aujourd'hui l'IA qui est basée sur la création d'algorithmes qui permettent ensuite d'avoir des requêtes qui sont analysées. L'IA des règles utilise ce qu'on appelle, donc ce que je disais tout à l'heure, des heuristiques. Alors l'heuristique, c'est, si vous voulez, quelque chose d'assez simple. C'est toujours de la même manière, ça fonctionne toujours de la même manière. C'est une prémisse, si par exemple il pleut, la prémisse c'est si, et une action, alors prendre un parapluie. D'accord? Donc on a toujours cette approche entre prémisse et action. Donc là on a créé une heuristique. Après on a ce qu'on appelle un moteur d'inférence, qui lui va être chargé de vérifier si les réponses qui sont données aux questions satisfont une règle ou une autre. Et il annonce le résultat. Alors les moteurs d'inférence, bon, pour ceux que ça intéresse, il y en a d'ordre 0, 0+, 1 ou 2, je ne vais pas détailler le fonctionnement parce que c'est pas aussi simple. Le sibyllin pour nos éditeurs. Voilà, ça risque d'être un peu sibyllin, mais enfin, sachez qu'il y a différents niveaux de moteurs d'inférence. Et ensuite, on a l'IA des prompts. Alors, l'IA des prompts, donc, ce sont des IA qui sont réalisées à partir d'algorithmes. Donc, ça veut dire qu'on est dans une situation où on va demander à un informaticien de créer cet algorithme et ensuite de le développer. Alors, le problème fondamental que peut poser l'IA des prompts, c'est que sur la masse d'informations qu'elle est capable de gérer, on est dans une situation, où elle peut ne pas trouver une information. Alors, dans l'IA des règles, on va dire qu'on est capable de dire qu'on n'a pas l'info. Dans l'IA des prompts, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle crée ce qu'on appelle des hallucinations. C'est-à-dire qu'elle est capable, à partir des informations qu'elle n'a pas, d'inventer, une réponse qui est fausse ou trompeuse, mais parce que dans l'IA, les prompts, dans l'IA actuelle, ne pas répondre est quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'on a forcément une réponse, quoi. C'est ce que j'avais vu dans une fiche qui avait été faite pour un congrès qui se passait en Haute-Savoie. Bon. Donc ils ont demandé à l'IA de rédiger l'accueil. Alors comme c'était en Haute-Savoie, l'IA, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis des bonhommes de neige et puis des skieurs, quoi. Voilà. C'est ce qu'on appelle une hallucination. Donc le principe de l'algorithme, lui, c'est que les si et les alors sont en séquence. Donc c'est beaucoup plus complexe. Alors ce qu'on peut dire, c'est que au niveau
de l'IA des règles, la première IA, comme ce sont des choses qui sont au niveau de l'entreprise, de l'organisation, elle est très peu consommatrice de ressources. Donc au niveau écologique, c'est très positif. Par contre, l'IA des règles, l'IA des prompts, pardon, est gérée par des serveurs énormes qui manipulent des données incroyables, donc très grand consommateur d'énergie, et donc très loin de tous les soucis qu'on a au niveau des problèmes écologiques. Un livre d'Ashma Mitala, Asma Mala, oui. Asma Mala, oui. Techno et politique, une spécialiste de l'IA, vous a beaucoup inspiré à aiguiser votre réflexion sur le sujet. Toutefois, vous pensez qu'elle devrait en écrire un autre qui pourrait s'appeler métapolitique. Oui, c'est-à-dire que j'ai fait la connaissance d'Asma Mala et puis j'ai eu à m'intéresser à son livre qui aujourd'hui est assez connu, qui s'appelle Technopolitique, qui voit l'IA comme étant un outil qui nous transforme en guerriers. C'est-à-dire on est dans un système de guerre entre les problèmes de pouvoir entre les nations, et donc l'IA devient cet outil. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est qu'au fond, Asma Mala s'est intéressée à l'IA des prompts, et on verra lequel justement, et a laissé très peu de place à l'IA. Enfin, elle dit pour elle, ni plus ni moins, que l'IA des règles que je défends est une IA faible, alors que l'IA des prompts est une IA forte. Bon. Moi, ce que je dis seulement, c'est que l'IA des règles est quelque chose qui développe la réflexion, et l'IA des prompts, dans la mesure où elle se contente de manipuler des informations, fait en sorte que les gens réfléchissent de moins en moins. Alors, je dirais que l'approche de ce livre m'a amené à avoir trois approches différentes, qui sont d'une part une approche géopolitique, une approche économique et une approche philosophique. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est que au niveau géopolitique, on a des États comme la Chine et l'Inde qui essayent d'imposer au fond leur domination. Ça c'est clair. Le problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on est en train, j'ai tendance à être excessif, mais à dire qu'on alimente ce système, parce qu'en achetant comme on fait, et en produisant en Chine, en achetant, on alimente financièrement la Chine, qui peut utiliser cet argent à des fins qui sont peu recommandables, alors qu'elle produit dans des conditions quelquefois qui sont inhumaines. Avec des enfants. Voilà. Et ce qu'il faut voir, c'est au point de vue économique, on est passé d'une dépendance, je dirais, aux énergies fossiles, à une dépendance aux métaux rares. Bon, à titre d'exemple, en 2021, 98% de la consommation européenne de métaux rares provenait de la Chine. Donc on a un glissement, mais ce n'est pas pour autant qu'on va avoir une forme de libéralisation du système, parce qu'on connaît la finalité de ces pays. Donc celui qui détiendra l'exploitation des métaux rares détient au fond la clé du pouvoir mondial. C'est exact. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a bien vu quand c'était les énergies fossiles, on s'est bien rendu compte qu'il y avait des moments où, en définitive, les gens jouaient un petit peu sur cet aspect-là. Alors, au niveau philosophique, je dirais qu'on a un autre problème, c'est que Asma Mala explique qu'au fond, on a des démiurges comme, c'est-à-dire des gens qui veulent reconstruire le monde, qui se prennent pour Dieu, comme des gens comme Elon Musk et Sam Altman, qui sont donc, Sam Altman étant le patron d'OpenAI, qui sont des fervents partisans de la théorie de l'alt-right, qui est une théorie d'extrême droite basée sur une liberté d'expression totale et un suprémacisme blanc, donc le racisme et ainsi de suite. Et puis bien sûr, c'est là où on se rend compte de la valeur de cette théorie, c'est qu'ils ont je dirais une groupie, si je peux dire ça comme ça, ce qui est relayé par ce triste cirque est Donald Trump. Donc j'ai tendance à dire que d'un point de vue philosophique, si on se détache un peu, il suffit de reprendre un film comme par exemple Soleil Vert qui est passé, qui date, mais qui... Film des années 70, d'anticipation, avec Charlton Heston, de Richard Fleischer, je crois. Voilà. Et donc ce film, au fond, quand je l'ai vu, je me suis dit, bon, on va droit vers ça. Donc c'est au fond, le problème qu'on a, c'est que les chefs d'État reçoivent ces personnages comme des personnages importants. J'ai un peu l'impression qu'ils font rentrer les loups dans la bergerie, quoi. C'est-à-dire que tout ça avec les honneurs dus à leur rang et aussi dus à leur pouvoir de nuisance.
Et puis, vous parliez à l'instant de Musk. Je crois, vous allez me démentir ou non, que l'un des rêves fous de Musk est d'implanter une puce dans le cerveau de ses contemporains pour être plus intelligent, plus compétitif. J'ai pas rêvé. Ah non, 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 vous n'avez pas rêvé. C'est-à-dire que le principe de Musk est de dire on peut décupler l'intelligence en intégrant une puce dans le cerveau. Bon, ok, bon, ça c'est une vision, c'est-à-dire que Musk est arrivé au stade où il veut donner à la possibilité aux individus ayant une puce d'être plus intelligents que l'intelligence artificielle. Bon. Le seul problème qui a été soulevé par les spécialistes, c'est de dire que si la puce se met à chauffer, ça peut avoir des effets dévastateurs dans le cerveau. Donc en général, quand on me parle de puce, je dis, c'est bien le seul cas de figure, on peut dire de quelqu'un qui a pété un câble. Voilà, c'est à peu près ça, quoi. Et on continue dans le règne de la manipulation absolue. En Chine, par exemple, on filme les traits du visage, on décrypte ces expressions lors d'entretiens d'embauche. Oui, c'est-à-dire qu'alors, aujourd'hui, au niveau européen, je veux dire, c'est encore une interdiction. On n'a pas le droit d'analyser normalement les émotions. C'est-à-dire que cette intelligence artificielle-là, mais en Chine, bon, on sait ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de vie personnelle, puisqu'on peut aller justement à analyser si quelqu'un n'est pas content, s'il est plus ou moins réactif de manière négative, et ainsi de suite. Donc ça fait partie de ces outils qui sont plus qu'inquiétants et qui font que... alors, aujourd'hui, vous avez dans les ressources humaines des gens qui essayent d'utiliser l'intelligence artificielle. Alors je dis que utiliser l'intelligence artificielle pour faire un tri dans les CV, par exemple, bon, ça c'est ce qui se faisait avant avec des bases de données classiques. Vous faites, bon, on a mis le terme intelligence artificielle pour donner tout d'un coup l'impression qu'on devenait intelligent et pour faire plus chic. Ouais. Pour faire plus chic, exactement. Et le problème étant, c'est que vous pouvez, lorsque vous faites un recrutement, vous avez la personne en face. Si on se met à utiliser l'intelligence artificielle pour essayer de savoir ni plus ni moins s'il ment, s'il est sincère, bon, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite. Donc aujourd'hui, au niveau européen, les lois n'ont pas encore été suffisamment claires et suffisamment précises pour dire qu'il y a une autorisation d'utilisation de cet outil. Et puis en 2022, André Angotti, vous créez deux nouveaux concepts en intelligence artificielle, un logiciel OMIA avec les règles dominantes et les faits dominants. Pouvez-vous nous expliquer ces concepts? C'est-à-dire que sur le principe, si vous voulez, ce que je remarquais, c'est que développer un système expert était assez long et coûteux. Et puis, bon, voilà, ça faisait tellement d'années que je travaillais sur le sujet, c'est toujours pareil, quand vous êtes vous finissez par trouver quelque chose. Alors, les règles dominantes, c'est que je divise quasiment par 10 les temps de développement d'un système expert. Bon. L'effet dominant, qui est un système qui est peut-être un peu plus lourd à mettre en place, c'est un système qui permet de récupérer des données aussi bien d'automates que de questionnaires qui ont été remplis, et qui permet d'avoir donc des résultats, je dirais, aux informations qui sont envoyées. Donc pour moi, cette notion de règle dominant, effet dominant, ça a été une petite révolution en termes de système expert, parce qu'actuellement on est les seuls à gérer cette approche, qui a été testée par Safran, qui a considéré que, parce qu'en plus de ça, il faut considérer qu'on est capable, à travers ce logiciel, ce que ne sait pas faire l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on est capable d'identifier des contradictions dans le raisonnement, des absences dans le raisonnement. Quand il y a absence, on dit, on ne peut pas... Il y a des sophismes aussi, qui sont des... Alors pour expliquer ce qu'est un sophisme, c'est un bon cheval bon marché est rare, tout ce qui est rare est cher, donc un bon cheval bon marché est cher. Bon, je ne dis pas qu'en politique on n'utilise pas souvent, mais bref, c'est quelque chose qu'on peut, nous, au niveau du logiciel, ce que l'IA actuelle, l'IA que j'appelle l'IA des prompts, est incapable d'identifier, et qui fait que quand on est amené à traiter un sujet, on verrouille, je dirais, à l'origine de l'information pour être sûr que l'information est bonne. Aujourd'hui, dans l'IA et les prompts, les recommandations qui sont faites, c'est si on vous sort un résultat qui est sorti à travers des chats GPT et autres, relisez pour être sûr qu'il n'y a pas de coquille. Bon, à tel point d'ailleurs que je vous rappelle que la ville de Montpellier en 2023 avait interdit l'utilisation de chat GPT, tout simplement parce qu'ils craignaient qu'il y ait des fuites d'informations confidentielles sur le réseau. Oui, parce qu'en fait, ça entraîne beaucoup de peur. Donc, on a vu en 2022 ce fameux chat GPT-3 gratuit d'abord, puis en 23 sa version payante d'aujourd'hui, chat GPT-4.
là qui prend en charge texte et images. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez, tout le monde l'a vu à la télévision, cette capacité qu'on a à faire des simulations et à essayer de reproduire le discours d'un individu sur la base d'une image trafiquée et sur la base d'un discours qui peut être trafiqué. Bon. ChatGPT 4, si vous voulez, c'est cette capacité qu'il a à gérer à la fois du texte et des images. Donc aujourd'hui, le problème qu'on a, surtout dans des périodes troublées comme on connaît au niveau des élections et ainsi de suite, c'est la porte ouverte à toutes les fake news. C'est-à-dire que vous pouvez reconstruire quasiment un discours d'un individu en le donnant. Alors ce qu'on dit, c'est oui, mais quand il y a ça sur la télé, ben, vous pouvez le voir que c'est en réalité un discours qui a été construit parce que les mains sont pas nettes ou des choses comme ça, quoi. Je veux dire, on sait bien que quand vous regardez 10 secondes d'une image, vous ne faites pas attention à ce genre de détails. Et en fait, ce chat GPT est quand même assez présent dans le quotidien de nos contemporains. Ça ne concerne plus seulement les entreprises. Oui, c'est-à-dire que ça va devenir, c'est au fond ce qu'on appelle maintenant l'IA générative, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où le système va lui-même générer un résultat à partir d'informations qu'il a et qu'il va analyser. Bon. Le problème étant, c'est ce que je vous ai dit, c'est qu'on peut arriver à des notions d'hallucination, à des notions de résultats complètement, je veux dire, quasiment farfelus. Donc, le fait est, c'est qu'aujourd'hui, alors, ne nions pas les côtés positifs de l'IA. Je veux dire, quand vous avez quelqu'un qui se met à marcher parce que tout d'un coup on a implanté une puce et qu'il avance, je veux dire. Progrès scientifique. Progrès scientifique, c'est-à-dire que le problème, c'est pour ça que j'ai abordé l'IA aussi sous l'angle philosophique à propos du livre d'Asma Mala, c'est qu'il y a cet aspect purement scientifique qui est un réel progrès pour plein de gens. Quand les gens vont pouvoir se mettre à voir, que les sourds vont se mettre à entendre, et ainsi de suite, on est dans quelque chose de concret, de palpable. Maintenant, quand il salubrité publique, je dirais. Exactement, de salubrité publique. Maintenant, quand on est dans une approche qui est beaucoup plus philosophique, on est dans la manipulation, ni plus ni moins, des masses. L'horloge a rendu son verdict impitoyable. En effet, pour s'entendre, va tirer ses révérences pour ce soir. Question rituelle à chaque invité, André Angotti, est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose que mes questions n'auraient pas évoqué, pardon. Je suis persuadé que oui, parce que on avait encore beaucoup de choses à dire, non? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, bon, d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir pris le temps de m'écouter au cours de 2 émissions et de me permettre de présenter tout ça. Alors, ce que je veux dire, c'est que je suis aussi conférencier, c'est-à-dire qu'il y a énormément de sujets qu'on peut développer et que dans toutes les conférences que je fais, que ce soit un peu partout, j'essaye de vulgariser ces notions. Compte tenu du fait qu'une conférence sur l'IA pour une entreprise n'est pas une conférence sur l'IA pour des personnes, je dirais, à titre d'individu ou de lecteur ou ainsi de suite. Empiriste, je peux à chaque fois apporter des exemples concrets sur ce qu'on fait avec au fond, le futur de l'IA. La dernière conférence était à Annecy. Vous en avez une de prévue dans les prochaines semaines? J'en ai une en fin d'année qui est prévue. Alors là, sur cette conférence, c'est l'IA dans le monde des collectivités territoriales et l'IA dans les entreprises. Et c'est un peu les deux approches que je viens développer avec, avec plus de détails. Merci de votre venue dans En effet pour s'entendre, 2 fois consécutives, André Angotti. Oui, bah écoutez, ça a été un plaisir. Plaisir partagé. L'être humain devient soldat. Utilisation du lobe frontal, lieu de l'analyse et de la réflexion. Création d'hallucinations, qui sont des fausses informations. Ne pas avoir besoin d'informaticiens. L'IA des règles, liberté de création de raisonnement sans informaticien. L'IA des prompts, création de raisonnement avec informaticien. Data scientist améliore l'entreprise par la prise en compte des données. Cogniticien améliore l'entreprise par la prise en compte de l'humain. Alerte quand il y a oubli de raisonnement. Alerte quand il y a une contradiction de raisonnement. Alerte quand il y a une répétition de règles. Alerte quand il y a une création de sophisme. Manipulation de big data.
impact écologique faible et respect de l'environnement. Je vous présente maintenant un tableau relatif à mes références concernant mon activité de conférencier, de développeur informatique et de consultant. Concernant les conférences, je citerai en particulier le Palais des Congrès à Paris, où j'ai commencé à parler des systèmes experts et de l'intelligence artificielle en 1989, et je terminerai par l'Université Laval à Québec, où j'ai eu l'occasion de parler de la complexité. En tant que développeur informatique en langage de 4e génération et en intelligence artificielle, et puis comme consultant d'entreprise, je vais surtout citer le CSTB pour lequel j'ai travaillé environ 13 ans, et c'est l'entreprise où nous avons développé le logiciel Omnia avec M. Philippe Rivillon et son équipe, logiciel qui est repris actuellement par Pierre-Yves Mertz. Concernant CIPEA à Poitiers, c'est l'entreprise dans laquelle nous avons signé le premier accord de motivation en France. Concernant mon activité de consultant dans les collectivités territoriales, je vais surtout citer la ville de Loudun, où j'ai travaillé 3 ans à la réorganisation complète de l'ensemble des services de la mairie, et la ville de Montamisé, où j'ai développé un concept totalement nouveau de de cantine scolaire, avec, sur le budget initial prévu, une économie de 180 000 €. Globalement, j'ai eu environ une quinzaine de conférences. J'ai conseillé environ 50 entreprises et j'ai eu une trentaine de collectivités territoriales